Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Communiste en tabarnak. Moi, c'est Vincent. Moi, c'est Gabriel. On est tous deux militants de la Ligue communiste internationale. Aujourd'hui, on a un invité tout spécial. Emmanuel, je te laisse te présenter. Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation au podcast. C'est un plaisir d'être parmi vous. Donc moi c'est Emmanuel, je suis minot à la SNCF depuis 15 ans en tant qu'aiguilleur du rail. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les cheminots de la SNCF ont vraiment été à l'avant-garde de toutes les grandes batailles au cours des dernières années. Donc, comme militant cheminot, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Oui, donc si vous avez suivi un peu l'actualité en France, comme tu as dit depuis ces 15 dernières années, donc il y a eu des grosses luttes de classe où effectivement les cheminots étaient à l'avant-garde. Donc moi je suis rentré en 2010, ma première grosse grève c'était 2014. Donc 2014, 2016, 2016 c'était la loi El Khomri où c'était vraiment une grève nationale au-delà des cheminots. 2018 et 2019-2023 où c'était deux grèves sur la question des retraites qui sont malheureusement à chaque fois soldées par une défaite, mais où effectivement les cheminots étaient à l'avant-garde de ces mouvements-là c'était le secteur qui était en fait avec les raffineurs sur certaines grèves qui ont fait les grèves les plus longues sur ces périodes-là. Donc, tu parles des défaites. C'est quoi les conséquences concrètes que ça a sur les conditions de travail, ces défaites? Oui, donc comme j'ai dit quand je suis rentré en fait en 2010 à la SNCF, c'était encore en fait une seule entreprise, mais donc sur toutes ces défaites-là, ouais, les conséquences c'est d'abord la privatisation où le groupe la SNCF en fait ça a été divisé en différentes parties. Par exemple, les aiguilleurs auxquels j'appartiens, on n'est pas dans la même partie que les conducteurs, par exemple. Et surtout au niveau des conditions de travail, donc aujourd'hui c'est des réorganisations en chaîne. Dans chaque corps de métier a des réorganisations et l'arrivée de la concurrence. Donc notamment donc ça se fait par étapes. Donc il y a certains corps de métier qui sont déjà totalement privatisés, comme on va dire le fret ou la question des réparations des voies, etc., de la maintenance. Mais ces conséquences, ça veut dire une exploitation beaucoup plus forte des cheminots et aussi un niveau en fait pour les voyageurs, retard, conditions de travail, même train en panne, etc. En fait, ça a des conséquences à la fois pour les cheminots, le travail des cheminots et pour le transport, le quotidien des voyageurs. Et la sécurité, j'imagine aussi, hein. Absolument, pour la sécurité. Donc, faut savoir, par exemple, pour faire circuler les trains, par exemple, en toute sécurité, il faut être formé correctement, mais aussi avoir un nombre suffisant de personnel dans les postes. C'est des postes difficiles, c'est en 3-8. On fait une semaine, par exemple, de matinée, la semaine d'après, c'est de journée, et ensuite, la semaine suivante, de nuit. Donc, même juste pour le repos des cheminots, ça a des conséquences sur la santé, etc. Effectivement, donc sur la sécurité, oui, ça a des conséquences. Ça veut dire que le personnel est moins formé, il y a moins de monde sur les postes qui sont nécessaires. Bon, l'exemple plus catastrophique qu'on a eu, dernièrement, c'était Bretigny, où il y a eu l'accident de Bretigny. Donc j'ai plus l'année exacte, mais c'était il y a quelques années où malheureusement, il y a un train qui a déraillé, un train en banlieue parisienne. Et donc, en fait, si on regarde vraiment les raisons, c'est pour un manque de personnel pour vérifier l'état des voies. Et ce service-là avait été attaqué pendant des années et des années. On n'a fait que supprimer du personnel sur une question sécuritaire aussi importante. Ouais. Ça prépare vraiment des catastrophes. Donc, tu as parlé des défaites. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu sur les causes de ces défaites? Parce que une chose qui est vraiment frappante dans ces grandes batailles, c'est vraiment la détermination et le niveau de militantisme des cheminots. Et en général, des éléments d'avant-garde de la classe ouvrière française. Comment est-ce qu'on explique que malgré cette détermination, malgré cette volonté de lutter, on a ces reculs constants au niveau des conditions de travail des cheminots? C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a eu différentes grèves là sur ces différentes périodes effectivement, et à chaque fois on a perdu. Parce qu'à chaque fois en fait la grève, la manière dont elle a été menée par la direction syndicale, en fait empêchait la victoire en fait dans les faits. Pour nous là, on fait circuler les trains, donc pour gagner une grève, il faut que les trains arrêtent de circuler. Ça semble aussi évident, mais en fait c'est pas évident dans les faits.
Ouais. Chaque fois qu'il y a une grève qui est menée, c'est pas la ligne, le point principal qui s'est être mis en avant et appliqué par les directions syndicales. Hmm. Donc les grévistes partent en grève reconductible, de moins en moins, mais c'était un des derniers secteurs dans la classe ouvrière française qui peut partir comme ça en grève reconductible. Et du fait que en fait on n'est pas préparé même à l'avance avec une caisse de grève on n'a pas de piquet de grève qui sont des outils qui faisaient partie de la classe ouvrière même dans l'histoire des grandes grèves cheminotes. Le fait qu'on n'a pas mis ça en place, il y a une raison bien sûr, c'est à cause de la politique des directions syndicales, mais ce fait-là fait que en fait la grève dès le départ part pour perdre en fait. Et donc, au fur et à mesure des jours, par exemple, on va prendre 2023, je vais juste prendre l'exemple 2023, on est parti en grève reconductible. Donc, au départ, on a un nombre important de cheminots et au fil des jours qui suivent, on se retrouve en fait de moins en moins en AG. Et dans les faits, c'est les militants les plus déterminés qui partent de façon individuelle sur une grève longue, isolée en fait du reste des collègues. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé en France, ces grèves qui partent sans caisse de grève au début. Ouais. C'est vraiment aller au combat tu sais, sans armes. Tu sais, c'est vraiment suicidaire. En fait, tu sais, même dans Germinal, tu sais, la première étape qu'ils font pour construire un syndicat, c'est qu'ils commencent par ramasser une caisse de grève. Tu sais, Ouais. c'est vraiment, vraiment l'ABC de la lutte de classe, c'est d'avoir une caisse de grève avant d'aller en grève. Pour continuer sur 2023, donc il y a la caisse de grève, il y a les piquets, il n'y a pas de caisse, pas de piquet, donc évidemment la grève est non seulement pas très efficace, mais aussi les travailleurs perdent énormément d'argent, mais aussi la stratégie plus générale. Je ne sais pas à la SNCF comment ça marchait, donc vous étiez en grève reconductible, mais en même temps l'intersyndicale faisait des grèves comme saute-mouton, un petit peu quelques jours d'action, mais en même temps vous étiez constamment en grève ou c'était juste l'avant-garde, les militants les plus mobilisés qui étaient en grève constamment? C'est ça, en fait, donc il y avait les journées l'intersyndicale en fait, donc effectivement des directions syndicales qui faisaient des journées isolées. J'ai plus en tête exactement si c'était toutes les semaines, mais enfin à des périodes vraiment qui allaient pas au-delà des grèves de un jour au final. Et entre-temps, effectivement, tu avais les secteurs chez les cheminots qui maintenaient une grève sur ces périodes-là, en fait, de façon reconductible entre les différentes journées appelées par les directions syndicales. Hmm. Mais dans les faits, en fait, c'était que les militants les plus dévoués, enfin, ou les cheminots les plus dévoués Mhm. qui étaient en Mhm. grève. Et juste pour revenir sur la caisse de grève, effectivement, mon expérience depuis que je suis à la SNCF, c'est quand on part en grève, c'est à ce moment-là qu'on fait la campagne pour la caisse de grève, en fait. Donc, on part pas du tout en position de force, alors qu'on a affaire à une direction. Enfin, Mais non, parce que Ouais. c'est comme 100 euros de salaire ou quelque chose comme ça que vous perdez chaque jour de grève, tu exactement. sais. Voilà, Et exactement. puis, quand tu as une famille, quand tu peux Ouais. pas joindre les deux bouts, c'est la grève, bon, tu sais, c'est Mais difficile. surtout en 2023 et aussi en 2019, c'était évident en avance que ça allait être une grosse bataille parce que c'était vraiment aller contre la réforme de retraite de Macron comme Mhm. un des grands projets de son quinquennat Ouais. et de s'engager dans cette bataille-là Il sans, y avait des mois à l'avance où on savait qu'il y avait on une le grosse savait. grève qui s'en venait, là. C'est Ouais. d'autant plus criminel. L'autre truc qui m'a toujours frappé, c'est la division des syndicats. Tu sais, même quand comme les cheminots vont en grève, c'est pas tous les syndicats qui appellent à la grève en même temps. Je sais pas si c'est bien comme ça que ça marche, non? Ça, c'est vraiment un truc qu'on se prend en pleine face, en fait. Même lors des... bon, déjà, je sais qu'au Québec, c'est différent, mais en France, c'est c'est vu comme tout à fait normal qu'on a différents... dans un même corps de métier, on a différents syndicats. Donc, à la SNCF, c'est bon, on a au moins quatre. On a la CGT, Sudrail, et CFDT, ou UNSA, etc. Et en fait, ça, c'est vu comme quelque chose de démocratique en France. Ouais. Alors que c'est très clairement vu par le patronat, enfin, comme une chance pour eux pour diviser les ouvriers entre eux. Et là, en Évidemment. fait, le dernier quart, on a eu une série de grèves au début mai, là, qui étaient corporatistes. Ça veut dire certains corps de métier étaient appelés, là, c'était les conducteurs et les contrôleurs, mais ils étaient appelés à des jours différents par des syndicats différents. Donc, par Ouais. exemple, c'était sur toute une semaine. Donc, en début de semaine, par exemple, la CGT allait appeler les conducteurs, les contrôleurs le lundi, mardi. Sudrail n'appelait pas à faire grève ces jours-là. Passé mardi, la Sudrail appelle ces mêmes contrôleurs et conducteurs à faire grève. Ouais. Et ça, c'est vu comme tout à fait normal, en fait. Ouais. On a tellement reculé c'est aussi une conséquence des défaites que on barre dès le départ divisé la puissance des cheminots
est complètement dilapidé dans ça. Ouais. Mhm. C'est vraiment du sabotage. Mais aussi, c'est vraiment une manière d'épuiser l'avant-garde. Tu sais. Ceux qui veulent vraiment se battre, les militants, Mhm. ils sont tous constamment lancés en grève, mais des grèves qui sont pas efficaces et toutes divisées comme ça. Mhm. Oui, c'est clair. Juste pour reprendre sur cette dernière grève, parce que ça, je pense que c'est symptomatique, et ça montre un peu le résultat de toutes les défaites qu'il y a eu auparavant. En fait, à SNCF et en France, les grèves, il y a pas mal, on met pas mal en avant la question de l'Assemblée générale. Donc, on Ouais. part en grève reconductive pour revoter la grève, en fait, pour donner une légitimité au vote pour la continuation de la grève. Alors, les assemblées générales, c'est bien. Enfin, ça peut être potentiellement important si c'est utilisé comme organisation, comme lieu pour organiser réellement une grève, comme on a dit, pour gagner, en fait. Mais dans les faits, non. Dans les faits, ces AG-là sont pas utilisés dans ce but-là, notamment pour la direction syndicale, et on se retrouve avec des AG minuscules où, en fait, les militants les plus combatifs se retrouvent en tête-à-tête avec soit la direction locale des syndicats ou des bureaucrates un peu plus élevés, quoi. Peut-être juste pour les auditeurs du Québec. Au Québec, une assemblée générale, c'est bon, chaque entreprise a un syndicat. Et une assemblée générale, c'est tous les membres du syndicat, en fait tous les travailleurs, parce que tout le monde est obligé d'être dans le syndicat, qui se rencontrent et qui décident d'une position unifiée Mhm. pour le syndicat. Bon, évidemment, ça c'est totalement contrôlé par la Par la bureaucratie. bureaucratie, ouais. Tu sais. C'est très dur d'être critique ou C'est ça. on dit pas que c'est bien, mais Mais bon. en France, les assemblées générales, c'est plus que ce qu'on verrait au Québec comme des comités de grève. C'est vraiment les travailleurs militants qui se Ouais. rejoignent et qui décident un peu de comment suivre comment conduire la grève. Mhm. Donc, c'est un peu des différences. Mais en même temps, de l'expérience, quand j'ai discuté avec toi avant, c'était souvent que, ouais, donc tu as toutes ces grèves qui sont appelées constamment, différents syndicats avec une stratégie perdante, et donc tu as cet écart de plus en plus entre Oui. les militants d'avant-garde et la masse des travailleurs. Hein. Je sais pas si tu veux parler un petit peu plus de ça, peut-être? Oui, oui, bien sûr. En fait, par exemple, sur les dernières grèves là qu'il y a eu, dans les faits, ceux qui se mettent en grève, c'est vraiment une minorité. Rien que pour se mettre sur une grève de 24 heures, donc il y a aussi la réalité des choses avec l'inflation, les conditions de travail. C'est énorme de perdre une journée de travail aujourd'hui. Et c'est d'autant plus énorme que, enfin, c'est clair on peut pas motiver l'ensemble des collègues à perdre une journée de travail si c'est pour la jeter dans le vide et en sachant qu'on se met en grève avec une stratégie pour perdre. Et ça, ça a une conséquence énorme, en fait. Parce que ça crée une démoralisation et une certaine apathie. Non pas parce que les cheminots l'ensemble des collègues sont, comment dire, satisfaits de leurs conditions de travail, de leur attaque. Non. C'est parce qu'ils ne voient pas d'alternative. Et quand tu vois pas d'alternative, à la fois il y a une apathie, et puis il y a aussi, dans le contexte plus global de la France, une montée de l'extrême droite, qui est directement due aussi au fait que la gauche, et notamment aussi la direction du mouvement ouvrier, a trahi de nombreuses fois sur ces différents grèves ou mouvements sociaux, etc. Et donc oui, donc il y a un gouffre énorme entre les syndiqués, donc déjà rien que les syndiqués, la SNCF pourtant qui est un des bastions de la classe ouvrière française, c'est très petit, c'est très faible, je crois que c'est moins de 10%. Hein. Et il y a un gouffre entre ces militants syndiqués qui représentent aussi comme des cheminots qui ont quand même une certaine conscience assez élevée, plus élevée que le reste, on va dire, au niveau des conditions, de la déjà nécessité de se syndiquer face à la direction. Mais il y a un gouffre énorme avec le reste des cheminots qui sont divisés à la fois au niveau du statut. Alors, j'ai pas discuté, mais il y a un changement de statut. Ça veut dire que moi, depuis 2020, les cheminots ne sont plus au statut. Ça veut dire que ils sont recrutés sous un contrat qui les rend beaucoup plus vulnérables face à la direction, sur la question des licenciements, etc. Il y a différentes choses. Et puis aussi une division au niveau, par exemple, des intérimaires, des travailleurs en CDD, etc. Peut-être parlons un peu plus de cette dernière grève qui était en mai, c'est ça? Oui. Et donc, quel était le but de cette grève? Tu as parlé je pense, des salaires, mais et quel était le résultat exactement de cette grève? Alors, Qu'est-ce qui s'est bon, passé? c'était une grève. En fait, c'était une grève corporatiste dans le sens où c'était que certains corps de métier qui étaient appelés à la grève. Donc là, c'était essentiellement les conducteurs et les contrôleurs. Donc c'était sur les conditions de travail, sur les questions de primes, de salaire, etc. Et aussi sur les questions de planning, parce que en fait, avec les défaites, ça permet
à la direction, ça, c'est quelque chose que tout cheminot a pu voir, en fait. À chaque défaite, ça permet à la direction d'attaquer de plus en plus loin. Donc, ce qui était, bon, pas inimaginable, mais ce qui était beaucoup difficile pour la direction de mettre en place, à chaque défaite, ils peuvent aller de plus en plus en avant. Et par exemple, chez les conducteurs, en fait, par exemple, la réorganisation de leur planning, où on peut changer ton planning, en fait, je veux dire, peut-être 24 heures à l'avance, ou enfin, sachant que toutes les conséquences que ça a sur la vie des cheminots, pour s'organiser pour c'est les enfants, etc. Donc mais ces attaques-là, en fait, ça concerne tous les cheminots. C'est pas seulement les conducteurs ou les contrôleurs. Et et donc c'était vraiment quelque chose de vraiment mauvais que enfin la grève a été menée sur une base aussi corporatiste alors que ça concerne tout le monde. Mais ça montre aussi, comment dire, le fait que l'État, en fait, de force des cheminots ou les directions syndicales ne cherchent même plus à partir en grève reconductible sur une question enfin, une grève qui ensemble l'ensemble des cheminots, tous les corps de métier, sur sur des questions qui concernent tout le monde, en fait, tous les cheminots. Sur la question, tu parlais tout à l'heure d'une grève efficace doit arrêter les chemins de fer. Donc, quel était le résultat à ce niveau-là? Alors ça c'est un point effectivement important. Les résultats, alors juste pour comprendre, c'était une semaine en fait en France en mai, il y a beaucoup de ponts, de journées de fériés. Mhm. Et en fait c'était une semaine où il y avait un pont où beaucoup de gens prennent le train pour aller en province, etc. Pour aller voir la famille. Donc c'est pour ça que les directions syndicales avaient ciblé cette période-là, c'était début mai. Les conséquences en fait ont été, à part quelques endroits, par exemple dans le nord de la France ou sur certaines lignes de banlieue parisiennes, les conséquences ont été nulles en fait dans le fait les circulations continuaient de circuler dans la grosse majorité. Pourquoi? Parce que la direction sait que mettre en place des moyens pour que la grève ait le moins d'impact possible. C'est-à-dire que donc chaque gréviste, donc un gréviste est remplacé soit par des fois directement par des cadres, ou ils ont en réserve aussi des briseurs de grève, c'est-à-dire notamment chez les conducteurs, ça s'appelle le pool fac. Il y a des choses un peu équivalentes maintenant qui s'est mis en place chez les aiguilleurs, qui sont utilisées voilà, pour remplacer les grévistes. Et chez les contrôleurs, ils ont formé de façon express des gens qui étaient dans les bureaux, etc., des cadres pour venir remplacer les contrôleurs. Sachant que dans un train, en fait, dans un train, normalement, il y a 2 contrôleurs pour les trains. Donc, les contrôleurs, il n'y a pas juste un aspect comment dire, de savoir si si quelqu'un a son billet ou pas. Il y a aussi un aspect sécurité, en fait. Ouais, Dans le train. absolument. Donc, voilà. Et donc, il y a certains trains qui sont partis avec un seul contrôleur, par exemple, alors qu'il y a normalement, il en faut 2, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que, en fait, la direction était préparée à ce que la grève ait le moins d'impact possible. Et est-ce que la bureaucratie avait une stratégie pour combattre les briseurs de grève? Voilà, justement, non. Non, bah ouais. Justement, non, en fait. À part ce qu'on a vu, c'était différents dirigeants bon, c'était notamment Sudrail, mais pas seulement, la CGT aussi. En fait, se plaindre de ce fait, effectivement, Ouais. mais concrètement, non, ils avaient rien mis en place pour contrer ça dans les faits. Ouais. Et donc ça revient sur la question du piquet de grève, Ouais. etc., etc. Mais Emmanuel, explique-nous, parce que en France, parmi les cheminots, tu as plein de groupes d'extrême gauche, non? Donc sûrement, ils doivent avoir une stratégie différente ou certaines propositions pour faire en sorte que ces grèves soient plus efficaces. C'est quoi le rôle de l'extrême gauche exactement dans ces différents conflits? Alors, c'est vrai que c'est un des secteurs quand même où il y a pas mal de militants d'extrême gauche, cheminots. Et donc, en fait, ils critiquent la bureaucratie sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait ils savent que dès le départ, que la stratégie de la bureaucratie, ça va mener qu'à la défaite. Et ils subissent, et ces militants sont souvent, enfin, les plus déterminés, en fait, qui font grève, cherchent à mobiliser même les collègues, etc. Ça, c'est clair et net.
Mais le problème, moi, principal qu'on peut voir, c'est qu'il y a rien qui est mis en avant comme alternative, en fait, à cette direction-là. Donc, il y a des critiques. Donc, par exemple, sur différentes AG, c'est sûr qu'on peut trouver des militants d'extrême gauche où ils vont, en fait, même pas des fois critiquer la bureaucratie, juste pousser à étendre la grève ou à avoir des revendications plus importantes. Une des choses qui est mise en avant surtout, c'est il faut que la base se mobilise. La base, la base, la base. Mais dans les faits, même si la base se mobilise, on est toujours confronté au fait que la direction de la grève est dirigée par des gens, bon, pour une direction syndicale, qui cherchent pas à gagner, Ouais. qui cherchent en fait à amoindrir les coûts en fait de la direction, mais que subissent les cheminots, mais ils n'ont pas une stratégie pour gagner, fondamentalement parce qu'ils pensent pas que les cheminots peuvent gagner, ou même les travailleurs doivent diriger le pays, etc. Mais Donc, le rôle de l'extrême gauche, le plus souvent, c'est juste de, OK, avec quelques critiques ici et là, mais de construire ces grèves qui sont, franchement, qui sont comme pourries un Mais qui sont peu. organisés C'est pour un peu, perdre. Ils sont ouais. organisés pour perdre. oui, oui, Et puis ensuite, absolument. on se plaint que la base se mobilise pas, mais c'est des grèves comme merdiques, genre, tu sais, comme... Mais parce que C'est tu sais, le ça. problème, c'est que, comme Manuel a expliqué, c'est que pourquoi est-ce que les travailleurs se mobilisent pas, c'est parce que pourquoi est-ce qu'ils vont aller se sacrifier alors que la stratégie n'a aucune chance de Ouais, gagner, tu sais. exact. Ça Euh, sert à rien, tu sais. ouais. C'est ça. Hmm. Ça, c'est vrai, ça pèse beaucoup en fait sur les militants d'extrême gauche, je pense, cette situation-là. Donc, comme je disais, la SNCF, c'est quand même encore un secteur de la classe ouvrière où l'extrême gauche a une certaine implantation. Bon, ça se voit, c'est notamment visible en région parisienne. Et ça pèse parce que, en fait, comme j'ai dit, moi, je suis entré en 2014 et depuis 10 ans, on a fait 5 grosses grèves énormes. Et à chaque fois, ça a été une défaite, et avec les conséquences dont on a parlé sur les conditions de travail, etc., etc. Mais ça pèse parce que, en fait, on est chaque militant est un peu isolé dans son coin. Et, euh, et dans les faits, en fait, la direction de ces grèves-là est toujours entre les mains de la bureaucratie syndicale et on nous mène à la défaite. Donc, ce qui pèse, c'est qu'on devient les AG sont de plus en plus petites, c'est de plus en plus différent. Il y a un fossé énorme entre ceux qui se mettent en grève et l'ensemble des collègues qui, en fait, soit vont faire grève peut-être 24 heures sur certaines grèves vraiment spécifiques, mais ne suivent plus les grèves conductibles pour les raisons pour lesquelles on a dit, parce que concrètement, est-ce qu'ils savent qu'on va perdre en fait? Hein, c'est aussi simple ça. Et donc la question, c'est on se met il y a pas de réponse satisfaisante, enfin concrète contre cette direction-là, direction syndicale. Et ça pèse parce que ce qui est mis en avant dans les différents groupes d'extrême gauche, c'est toujours l'idée qu'on va contourner la direction syndicale par la base qui va se mobiliser. Ça, il faut prendre la réalité en face. C'est pas le cas. Concrètement, les dernières grèves, comme j'ai dit, c'est une couche vraiment mince de cheminots qui se mettent en grève. Et c'est jamais du point de vue que, en fait, c'est le rôle des marxistes, en fait, de diriger les grèves, même si c'est pas pour la révolution, même sur ces grèves pour la question de maintenir son salaire, bah, ça demande une compréhension de ce qu'est de comment gagner une grève, de c'est quoi la force des travailleurs, c'est-à-dire faire gaffe, c'est stopper la circulation des trains pour nous, par exemple, les méthodes qui vont avec, etc., etc., qui vont bien sûr à l'encontre de ce qui est mis en avant par les directions syndicales. Ouais. Hmm. Mais ça, le problème avec essayer de dépasser la bureaucratie syndicale par les assemblées générales ou par une poussée soudaine, le problème, c'est que parfois, il me semble que ça se produit, tu sais, ou qu'il y a assez de pression pour forcer la bureaucratie dans Mm. peut-être des tactiques qu'ils ne voudraient pas nécessairement suivre, mais dès que cette pression faiblit un peu, c'est toujours la bureaucratie qui est en contrôle. Il n'y a pas vraiment d'opposition, il n'y a pas de pôle alternatif. Et donc, finalement, ils finissent par rétablir leur contrôle de la grève, tu sais. Un des effets aussi qui est concret, c'est que en fait, même dû au fait de la politique de la progressivité syndicale, mais aussi du fait que on n'a pas l'extrême gauche n'a pas réussi en France, en tout cas, à mettre en place un pôle alternatif à cette direction, sérieux. Ça fait que les syndicats en tant que tels s'affaiblissent terriblement, en fait. Que ce soit au nombre des syndiqués, mais même, je veux dire, l'outil qu'on a sur nos lieux de travail, c'est le syndicat. Euh,
Et donc ça, même à ce niveau-là, en fait, ça s'affaiblit. À la fois le gouvernement, mais aussi, par exemple, la direction de la SNCF est sur l'offensive et on fait que reculer, reculer. J'aimerais peut-être insister un petit peu sur les autres organisations de l'extrême gauche, peut-être plus en détail. Par exemple, c'est quoi le bilan qu'ils ont tiré dans la dernière grève? Alors, bon, je vais me concentrer sur dans l'extrême gauche, il y a 3 principales organisations, on va dire, Lutte ouvrière, Révolution permanente et le NPA révolutionnaire, qui ont chacun des militants implantés chez les cheminots. Alors, les 3, si on lit, critiquent en fait la stratégie des bureaucraties syndicales. Ça, c'est clair et net. On souligne aussi le fait que les AG étaient minuscules, etc. Mais concrètement, en fait, ils n'ont pas de bilan pour montrer comment ça peut changer, aller être différent en fait. Une des critiques qu'ils avaient, c'était le fait que c'était des grèves effectivement corporatistes, etc., et qu'il fallait mobiliser l'ensemble des cheminots, ce qui est vrai. Ça, c'est clair et net. Mais ils n'ont pas de critique, comment dire, de compréhension que le fait que ces grèves étaient minuscules, c'était du fait de la politique des directions syndicales. Même dans le cas du NPAR, je veux dire, ils pensent que c'était un succès c'était à moitié un succès en fait, ces grèves-là. Ouais. Dans le sens où il y a eu dans certains secteurs et à certains endroits, il y a eu ça a été suivi plus majoritairement, par exemple, chez les contrôleurs, dans certains secteurs dans le nord ou chez les conducteurs. Ça, c'est un vrai problème qu'on a dans l'extrême gauche, c'est de pas reconnaître la réalité. Pas vouloir faire face à la réalité, dans le sens où on pense, je dis nous, mais bon, c'est une conséquence, où on pense que ça va démoraliser. C'est un truc qui est assez mis en avant dans l'extrême gauche française, c'est attention, ça peut démoraliser en fait, les collègues pour se mettre en grève sur différents. Mais non, les collègues sont déjà démoralisés sur ça. Au Ouais. contraire. Ça, c'est vraiment se voiler la face parce que c'est une conséquence du fait qu'il n'y a pas de réponse, Ouais. je pense. Ouais. Tu sais, justement, en partant, en disant la manière dont les grèves ont été menées dans les dernières années, c'était pourri, c'était pas bon. C'est vraiment en fait ce point de départ-là que tu peux avoir l'oreille des travailleurs qui, eux, ont été désabusés ou démoralisés par ces différentes grèves-là. Et Mhm. puis si l'extrême gauche, si je comprends bien, tu sais, ce qu'il faut faire, ce que l'extrême gauche doit faire, c'est ben, se réveiller, se rendre compte de la situation, puis prendre cette situation-là comme point de départ pour vraiment construire un pôle, une alternative politique à la bureaucratie syndicale. Ouais. Pas juste de dire oui, il faut que la grève soit plus longue, il faut qu'elle soit étendue, mais il nous faut une stratégie de bataille complètement différente que celle qui est proposée par les gens en place. Ouais, absolument. Ouais, ça, c'est clair et net. Parce qu'en plus, il y a une contradiction chez les militants d'extrême gauche, notamment à la SNCF, c'est que tout le monde est syndiqué. On est tous syndiqués. Donc, ça, c'est clair et net. Mais ils ne voient pas leur but, c'est pas de représenter une alternative à la direction du syndicat. Hmm. Ça pèse, ça, en revenant sur ce qui pèse sur je pense, les militants, même les militants combatifs qui sont pas à l'extrême gauche fondamentalement, mais ça a assez enraciné, ça, c'est le fait que ils pensent pas que ce soit possible, en fait, de dégager la direction qu'on a actuellement, en fait. Vraiment. Ouais. Je pense que c'est la Mais politique, elle pense pouvoir la dépasser par la base, mais l'idée qu'il faut une direction révolutionnaire des syndicats, en fait, qui est logique. Si on est révolutionnaire, on veut que ce soit les révolutionnaires qui dirigent les grèves, etc., etc. Ça, c'est vu comme quelque chose de pas faisable, en fait. pourquoi? C'est quoi l'argument qui est utilisé pour justifier cette politique? C'est la bureaucratie. Le fait que la bureaucratie, c'est vachement, ce qui est vrai, hein. Ça, c'est une réalité. Les directions syndicales mettent en place, c'est difficile comment dire, de renverser comme ça, ou de mettre en place une alternative dans les syndicats. La question même d'un caucus, qui est, je crois, au Québec ou au Canada, aux États-Unis, c'est quelque chose qui a du sens. Mais ici, le fait c'est compliqué. Parce qu'il faut pas oublier on n'a pas un syndicat par industrie. On est divisé par syndicat. Maintenant, les militants d'extrême gauche, notamment, se retrouvent généralement dans le syndicat qui est le plus combatif, soit sur son lieu de travail, soit au niveau national. Ouais.
Mais tu sais, il me semble que ce serait possible tu sais, de créer un bloc entre vraiment dans l'avant-garde Mm. militante des travailleurs sur des points assez de base comme tu sais, avoir des caisses de grève avant la grève, d'avoir des grèves tu sais, reconductibles, d'avoir une stratégie pour arrêter les jaunes, tu sais, Ouais. des points vraiment Des de vrais base piquets, juste ouais. pour gagner la grève qui permettrait aussi de couper contre la démoralisation. Ouais. Aussi, évidemment, recruter les travailleurs, essayer de Ouais. recruter les travailleurs démoralisés ou qui sont pas syndiqués. C'est une politique commune Oui, pour ça qui passe par-dessus les divisions Ouais. syndicales. Tu sais, ce serait un point, tu sais, ce serait au moins un point de ralliement pour les militants d'avant-garde. oui, absolument, absolument. Ça, c'est nécessaire en fait. Il nous faut ces discussions-là en fait dans l'extrême gauche. Il faut que on fasse le bilan entre les. Voilà, ça, c'est clair et net. Plus- Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est presque dur à croire parfois pour certains militants parce que tu écoutes Anas Kazib là, qui est cheminot et puis il va te dire la Mm. bureaucratie, nanana. Mais en fait, quand tu réalises que il dit un paquet de choses qui sont souvent assez correctes, mais qu'il y a pas il y a pas ce dernier pas qui est comme il faut s'organiser pour la remplacer. Genre, c'est presque Ouais. difficile à comprendre peut-être pour les gens qui regardent un peu superficiellement les discours de la gauche. Pareil pour le NPR, tu sais, il parle de la bureaucratie et tout ça. Mais le fait que ces gens-là, en fait, sur le terrain réel, genre, le but n'est pas organisé pour la remplacer. Je sais pas, en Ouais. fait, c'est moi. Mais parlons un peu de révolution permanente parce que ils Ouais, sont ils sont en grève en ce moment au Bourget. au Ou, Bourget ou Anas Kazib Travail sont justement en grève. Donc peut-être tu peux nous parler un peu plus de cette grève-là et de la stratégie qui est mise de l'avant par Révolution permanente. Ouais. Alors, je suis pas sûr exactement où cette grève, l'état de la grève maintenant. Là, je sais pas si la grève continue ou pas. Mais de ce que j'ai compris, c'est donc la grève est partie donc du Bourget, où effectivement, donc c'est dans le secteur du Paris Nord, donc c'est dans le 93. Donc c'est un département avec énormément de personnes d'origine immigrée notamment. Et donc c'est une grève qui est partie sur des aiguilleurs, donc comme moi, des aiguilleurs du rail, donc qui sont chargés en fait de la circulation des trains. Dans le secteur du Bourget, c'est surtout les trains de marchandises, si je comprends bien. Et donc cette grève a été lancée en fait contre une politique de réorganisation des postes d'aiguillage. Donc par exemple sur certains postes qui étaient tenus par deux agents, la direction veut en fait augmenter le taux d'exploitation en réduisant le nombre de personnel, donc en se faisant tenir ces postes-là par une seule personne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, par exemple, chez les aiguilleurs du rail, c'est des postes qui sont tenus souvent en 3-8, où il faut vraiment un niveau de vigilance important, en fait. Donc, bien sûr, si on est deux collègues, deux cheminots, c'est mieux qu'un seul. Ça, c'est un truc de base de sécurité, etc. Et bien sûr, il y a aussi des points aussi de réorganisation du personnel. Donc, ils sont partis en grève. Donc, c'est Sudrail qui a appelé à la grève, une grève reconductible. Donc, c'était le cas la semaine dernière, je crois. Mais dans les faits, là, je peux pas en dire plus. Je sais pas où se trouve la grève, au niveau de la grève en tant que telle. Mais donc, et il y a une caisse de grève effectivement qui a été mis en place, je crois, et qu'il faut bien sûr se soutenir. Ouais. Hmm. On va mettre la description Ouais, dans la ouais. description un Allez voir lien la à la caisse de description. grève et on encourage tout le monde évidemment à y contribuer. Mhm. Mais donc, c'est ça. J'ai écouté une entrevue avec Anas Kazib récemment où il parle justement de grève locale comme peut-être une alternative Ouais. aux grèves nationales contrôlées par la bureaucratie. Oui, en fait, je pense qu'il y a une réaction. Ça, c'est une grève locale, en fait, effectivement. Donc, en fait, il y a des grèves locales. Il y a eu pas mal de grèves locales corporatistes qui ont eu lieu, en fait, divisées en fait du reste des collègues. Là, par exemple, sur le cas même du Bourget, la grève, en fait, elle se limite pour l'instant au secteur, je crois, au Bourget et Villemont, enfin, et d'autres postes d'aiguillage dans le coin, mais elle n'est pas étendue pour l'instant. Et elle n'est pas appelée non plus par la CGT, donc c'est que Sudrail. Donc ça fait partie aussi des divisions qu'on a et qui, en fait, affaiblissent la grève. Mais oui, ça, c'est une chose qui est mise en avant, en fait. Dû au fait qu'il est de plus en plus difficile de partir en grève reconductible au niveau national.
Alors, une des alternatives qui est mise en avant, c'est de faire des grèves locales qui sont nécessaires, effectivement, des fois. Mais même une grève locale, en fait, pour gagner, ça demande une stratégie qui va au-delà des divisions corporatistes. Comment on va mobiliser les gens qui sont pas au statut, c'est beaucoup plus difficile, par exemple, ou des intérimaires, ou des gens qui sont aussi dans la sous-traitance, etc., etc. Donc, ça demande tout de suite une stratégie qui va à l'encontre, même sur ces grèves locales, pour gagner, qui va à l'encontre de ce qui est mis en avant par la direction syndicale. Ouais, En fait, tu te retrouves avec les mêmes problèmes exact. qu'au niveau Oui, mais national. c'est Hein? aussi au niveau, c'est aussi au niveau local. Ouais, Exact. c'est la sous-traitance, la masse des travailleurs indifférents, Ça. souvent c'est ces mêmes problèmes, C'est ça. mais localisés, Ouais. et donc qui ont Voilà, c'est moins ça. d'impact. C'est Ouais, ça. Et puis là, par exemple, sur ces grèves-là, les cheminots vont être remplacés aussi par les cadres, ouais. Ouais. Donc, est-ce que tu etc. dirais un peu que évidemment, oui, les grèves locales, on ne sait pas qu'on est contre ou quoi que ce soit, Et ils bon, sont nécessaires, mais est-ce que tu dirais que peut-être l'accent sur les grèves locales, c'est un peu une réaction justement à l'impossibilité d'aller de l'avant au niveau national à cause de la bureaucratie? je pense en partie, effectivement, oui, oui. Parce que c'est vu comme plus facile, effectivement. Euh, Ouais. Parce que bon, c'est d'autant plus. En fait, c'est difficile maintenant de voir une victoire au niveau national. Dans les faits. Même ça, c'est un truc même dans la classe ouvrière française. En 2023, c'était une grève énorme en fait, et on en subit encore les conséquences de la défaite et du fait que dans l'extrême gauche, il n'y a aucun bilan sérieux qui a été fait non plus. Oui, c'est une conséquence, je pense effectivement. Sur les grèves locales, en fait, les grèves locales, ça peut être un point d'appui, pourquoi pas. Euh, mais c'est pour renforcer le syndicat même au niveau local. Mais là, par exemple, sur cette grève-là, ou d'autres, il y a eu une grève aussi sur mon secteur l'année dernière. Ça demande tout de suite en fait de mobiliser au-delà de son propre poste, son propre corps de métier. Et ça revient sur la question quelle politique doit mener cette grève en fait. Sur quelle base on va mener cette grève-là. Parce que là, concrètement, des aiguilleurs là, du Bourget partent en grève reconductible, ce qui est vraiment courageux et il faut qu'ils gagnent. Mais il faut qu'ils gagnent. Et pour gagner, il faut l'aide des autres cheminots et cette aide-là va arriver par la grève, par leurs moyens. C'est ça le moyen le plus efficace de faire gagner cette grève. Ouais. Et ça va permettre de renforcer le syndicat, mais aussi de renforcer l'ensemble des différents secteurs, en fait. Voilà. J'ai été frappé dans cette entrevue récente d'Anas Kazib à quel point, en fait, il est assez clair quand il décrit comme la démoralisation parmi beaucoup de cheminots et ces grèves un peu de routine et comment Moi, ça j'avais jamais sape le entendu moral. ça avant, là. Moi non plus, Je pourrais mettre le lien, en fait, puis le moment exact dont on parle, mais il parle au mec en disant comment Sophie Binet appelle à ses grèves, et puis là, on va faire la grève, puis tout le monde sait que c'est de la merde, et puis on va à la manif est de la merde, mais bon, faut qu'on y aille, parce que si on n'y va pas, si moi je vais travailler, tu sais, je peux pas faire ça, parce que avec tu un sais, sens de devoir. par sens de devoir, tu sais, mais tout le monde sait en même temps que c'est de la merde, puis bon, en fait, il décrivait assez bien ce que tu décris aussi. Euh, mais ensuite, je pense que tout ça, ça n'informe pas la politique de révolution permanente dans les syndicats, ou du moins de ce que je sais. Mais il décrivait exactement ce sentiment, genre de comme, bon, on fait la grève par devoir, tout en sachant que elle n'a pas d'impact, que c'est Ouais. pourri, et puis que c'est juste, tu sais, il dit, on va à la manif, il y a juste des retraités ou les militants d'extrême gauche, genre, et puis, Et après, ce qui est vraiment frappant, c'est le pas suivant qui manque. Tu sais, l'alternative, c'est bon, OK, les grèves locales fonctionnent mieux, mais il manque ouais. vraiment ce pas suivant qui est comme, ben, qu'il faut Comment vraiment on change ce statu quo, genre? construire une alternative, comme une alternative à Ouais, ce statu quo. ouais. J'ai pas vu l'interview d'Anas Kazib, mais de ce que tu me dis, effectivement, c'est ça. Effectivement, il y a une grève par devoir. On fait, OK, on subit, Ouais, il y a une attaque. Au moins, on a fait grève. Au moins, on s'est battu. ouais, Mais bon, ce qui est vrai, hein, c'est important, bien sûr. Mais Ouais, quand on veut gagner, il y en a marre, en fait, des défaites. c'est Ça ça, ouais. suffit, ça exact. suffit. Ouais, moi, ça me met tellement en colère ce sentiment dans l'extrême gauche que le simple fait de lutter, c'est une victoire. Tu sais. Alors que non, Ouais, c'est ça. tu sais, une victoire, c'est une victoire, une défaite, c'est une défaite. Et, tu sais, Ouais. et ouais, En tout cas, parce que sinon, tu réfléchis jamais à savoir ouais, comment on avance, tu sais. ouais, Ouais, une manifestation, c'est une victoire. Une ouais, grève, c'est une victoire. Mais c'est comme, mais non, je suis désolé, mais les victoires et les défaites, ça se mesure en fonction de qu'est-ce que tu as ouais, gagné, tu sais, ou Oui, perdu. oui, ouais. oui, ça.
on a perdu. Je veux dire, on a perdu beaucoup de fois. Et c'est Ouais, vrai que ouais. ça a l'air, c'est évident, mais en fait, même ça, je veux dire, si on regarde à chaque défaite, un truc qui est vraiment insupportable, mais chaque défaite, on regarde les déclarations même des directions syndicales. Ah, on s'est battu, on a gagné, ça permet de négocier mieux. Et ça Ouais. entraîne le cynisme, en fait. Ben oui, Genre, évidemment. Et c'est c'est prendre dans, les travailleurs pour des idiots aussi, tu oui, sais. oui, Comme s'ils savent pas, comme s'ils comprennent pas si c'était une victoire ou si c'était une défaite. Ouais. En fait, ils savent dans leurs conditions de travail, qui sont Exact. simplement dégradées depuis des années. Ouais. Ouais. Euh, Ah, man. Est-ce que tu pourrais parler un peu du lien justement entre ces défaites et la montée de l'extrême droite en France? ouais. Si vous suivez là, bon, en France, c'est clair et net. Il y a une montée de l'extrême droite, bon, qui se montre avec la Rassemblement national, qui est vu, et en fait, dans les faits, la seule opposition à Macron, par exemple, toutes les politiques libérales qu'il y a eu depuis ces dernières décennies. Et dans la classe ouvrière, la montée de l'extrême droite s'est montrée, ça a fait qu'augmenter, en fait, en accord avec les défaites et la politique de la gauche, on va dire, en France, on dit la gauche institutionnelle, là, le PS, PCF, etc. Mais aussi du manque d'alternatives de pôles révolutionnaires opposés, sérieux, dans l'extrême gauche. Hmm. Ouais. Hmm. Donc, je crois, j'avais lu quelque part, mais le Rassemblement national, c'est le parti, chez les votants, c'est le parti le plus important chez les ouvriers. D'accord? Et il n'y a aucune, comment dire, compréhension sérieuse de pourquoi, en fait. Et donc, toutes ces défaites-là, effectivement, bon, ça fait augmenter le Rassemblement national, mais c'est aussi une question de politique. Et je pense que ça s'est montré dernièrement avec la question du Front populaire, nouveau Front populaire. En France, il y a un mythe qui est poussé en avant par les directions syndicales que les directions syndicales ne s'occupent pas de politique. Les questions de la charte d'Amiens, etc., etc. Ce qui est bien sûr faux. Donc l'année dernière, quand il y a eu les élections législatives, les directions syndicales de la CGT, de Sudrail, de Sud, ouais, mais de Sudrail bien sûr aussi, ont mobilisé leur base pour le nouveau Front populaire. Donc avec à l'intérieur bien sûr la question de la France insoumise, par exemple notamment. Donc on a plein à voter pour le nouveau Front populaire au premier et au second tour. Et donc au second tour, dans plusieurs cas, là, le nouveau Front populaire s'est retrouvé en face à face avec soit le Rassemblement national, ou si ce n'était pas le cas, c'était par exemple les macronistes face au Rassemblement national, ben, le nouveau Front populaire a appelé à voter pour, euh, pour le candidat macroniste contre le RN. Alors ça, je mets cet exemple-là parce que c'est un truc concret de ce que fait les directions syndicales et comment elles mobilisent les syndicats dans cette impasse-là. Et ça fait que augmenter l'autorité de l'extrême droite. Quand on dit l'autorité d'extrême droite, c'est-à-dire il y a une montée d'extrême droite, ça ne veut pas dire que on a des trucs fascistes qui arrivent dans une montée du fascisme, etc. Il y a sûrement pas mal de, comment dire, de racisme, d'arriération, de fausse conscience qui augmentent, ça c'est clair et net. Mais c'est vraiment un résultat de l'impasse de la gauche, en fait. Toi, tes collègues ou ou en général dans les cheminots, est-ce que tu sais quel parti ils soutiennent ou pas juste l'extrême gauche, je parle en général? Ou- Alors, ma réponse va être par la négative, parce que je ne peux pas dire que j'ai un collègue qui m'a dit qu'il vote Rassemblement national ou etc. Ça, j'ai pas eu, c'est pas eu ça. Je, je pense que c'est malgré tout chez les cheminots qui votent. Il faut pas oublier qu'il y a quand même une grosse partie d'abstentionnisme, hein, qui fait partie Ouais. aussi on parle de la question de la, comment dire, de la démoralisation, etc. Donc ça, il faut prendre en compte. Et du fait qu'il n'y a pas il y a une absence d'alternative sérieuse face à ça. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une partie des collègues qui votent Rassemblement national. Oui. Ça, c'est clair. Peut-être pour conclure un peu, j'ai juste une dernière question sur la question de l'Union européenne, Ouais. le rôle que ça joue dans les conflits avec les cheminots et un peu la position de la bureaucratie syndicale et d'extrême gauche par rapport à Ouais. l'Union européenne. Ouais, sur l'Union européenne, c'est vraiment important parce que en fait, le démantèlement de ce qui était vu comme les services publics français là, de la SNCF, etc. En fait, une des justifications en fait pour ça, pour la privatisation, etc., c'est que c'est une question de directive de Bruxelles que ben voilà,
ça fait partie de ce que veut l'Union européenne, en fait, de privatiser tous les chemins de fer, etc. Et face à ça, en fait, les directions syndicales, elles ont rien à dire parce que à la fois ils soutiennent l'Union européenne, ils s'opposent pas à l'Union européenne, mais aussi ils montrent pas le fait que ces directives-là, en fait, c'est utilisé par l'impérialisme français pour ses propres intérêts. Et notamment, ça, c'est un truc évident, en fait, pour la question de la SNCF. Ben La oui. SNCF, c'est plus juste un truc, c'est plus du tout un service public, etc. Mais c'est un mastodonte international de l'impérialisme français dans le chemin de fer. Donc, le groupe SNCF, je sais pas, je crois ils gèrent par exemple, je crois des trains à Boston ou à travers le monde, etc. Mais dans l'Union européenne, ces attaques-là, ça permet aussi à la SNCF de gagner des parts de marché en Italie, au Portugal, en Grèce, etc., 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 etc. Donc c'est un vrai problème en fait que les syndicats n'ont pas une position contre l'Union européenne et parce que en fait c'est un outil qui est utilisé au quotidien et contre les cheminots et la classe ouvrière française en général. Ces privatisations-là sont les conséquences aussi du fait que la classe ouvrière française n'est pas organisée sur une base ouvrière contre l'Union européenne et ses directives. Ouais. Ouais. Mon expérience dans l'extrême gauche, moi, sur cette question, justement, c'est que c'est. Bon, évidemment, les militants d'extrême gauche, ils disent pas qu'ils adorent l'Union européenne, ou même ils Mhm. vont dire qu'ils s'y opposent, mais jamais ils mettent la question de l'avant trop fort, ou alors certains vont dire carrément que non, on soulève pas ça, parce que c'est comme ça fait le jeu du RN ou des souverainistes, là. Et puis, donc, mais en même temps, c'est comme il y a plein de travailleurs qui se tournent vers le RN à cause Ouais. ils sont eurosceptiques ou Ouais. ils critiquent l'Union européenne. Donc, c'est ridicule que l'extrême gauche. Enfin, L'argument notamment de lutte ouvrière, c'est justement on veut se battre contre la bourgeoisie française. Mais comme tu viens d'expliquer, Emmanuel, c'est que la bourgeoisie française se sert de l'Union européenne pour attaquer les travailleurs en France et ailleurs en Europe. Et donc, pourquoi ne pas s'opposer à cet instrument de l'impérialisme français? Tu sais, en fait, c'est un peu la base. ouais, logique. Bon, tu sais. Est-ce qu'on Ouais. devrait ne pas s'opposer à l'OTAN, Ouais. tu sais, parce qu'on veut Parce que s'opposer c'est à la dominé par les bourgeoisie? Américains ou puis ouais. Mais tu sais, mais bon, l'OTAN, généralement, c'est plus facile de s'y opposer Ben, parce que, parce que c'est parce parce que que c'est c'est les les Américains. armes, tu sais. Puis je pense que les libéraux petits bourgeois s'opposer à l'UE, ils aiment moins ça. S'opposer à l'OTAN, bon Tu d'accord, vois? parce que c'est militaire, c'est des Américains, mais l'UE, Ouais. ah, ça c'est Ensuite, plus c'est compliqué. ouvrir les frontières et Ouais, la ouais, démocratie, tout ça. ouais, ouais. Ouais. Pour conclure, là, si tu avais quelque chose à dire aux militants cheminots, notamment à ces militants d'avant-garde, là, qu'est-ce que tu leur dirais exactement? Je pense qu'il faut faire. Ce que je leur dirais, c'est que faut que ça change. Faut qu'on gagne nos grèves. Et on peut pas continuer comme ça. On est de défaite en défaite. Et alors, c'est clair qu'on critique chacun, enfin, dans nos coins, la bureaucratie, etc. Mais la question principale, c'est comment on va changer les choses. Et pour nous, c'est une question de direction politique et des directions notamment ici du syndical. Euh, il faut on est divisé, on va en grève, mais on sait on est sur une stratégie perdante, donc on doit changer ça. Et ce que je voudrais faire, c'est encourager les militants et même les cheminots et toute personne intéressée à lire ce qu'on a mis en avant dans le dernier bolchevique et dans le dernier Spartacis en français, qui mettent en avant une politique pour réellement avoir une direction révolutionnaire des syndicats, qui est nécessaire dans nos luttes quotidiennes et plus fondamentalement pour aussi le but que soit les travailleurs qui dirigent ce pays. Et voilà, c'est le moment, on peut plus continuer comme ça, il faut se réveiller. Il faut qu'il y ait une discussion dans l'extrême gauche sur comment aller de l'avant, en prenant aussi la réalité en face, c'est qu'on n'est pas sur l'offensive, on doit être sur la défensive. Ouais. Ouais. Hmm. Bien dit. Ouais, bien dit. Ben écoute, je te remercie, Emmanuel. Merci. Très instructif. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Gab? Non, moi, ça va. Merci beaucoup. J'ai trouvé OK. la discussion vraiment intéressante. Ouais, super. On sera à la fête de Hello du 7 au 9 juin. Si je me trompe pas les dates, ouais. Du moins, on sera à la fête de Hello. Venez voir le kiosque de la Ligue trotskiste de France.
venez nous rencontrer ou peut-être parler à Emmanuel aussi. Ouais, Euh, absolument. et puis, ouais, ok, voilà. Ben, à la prochaine. À la Merci à prochaine. tous. Et puis Merci. abonnez-vous, hein. Abonnez-vous à la chaîne pour pas manquer les prochains épisodes.